Nous allons donc vous présenter un travail qui avait pour objectif d'explorer les facteurs de risque d'infection par le SARS-CoV-2 pour les opérateurs des ateliers de transformation de la viande. Pour ce travail, nous avons mené deux tâches en parallèle. Nous avons d'abord décrit des clusters de Covid-19 survenus en France métropolitaine. Pour ce faire, nous avons utilisé des données de la surveillance de la Covid-19 en 2020 et 2021. Nous avons exploité des archives des agences régionales de santé et mené un certain nombre d'entretiens auprès des industriels. En parallèle, une revue de la littérature scientifique a été réalisée. Il s'agissait d'identifier des investigations de clusters qui avaient été publiées. Nous nous sommes intéressés en termes de facteurs de risque aussi bien à l'environnement de travail qu'aux caractéristiques sociodémographiques des travailleurs. Je vais vous présenter le premier point relatif à la description des clusters de Covid-19. Nous sommes intéressés aux clusters survenus dans des établissements avec une activité de découpe en France métropolitaine sur la période d'étude comprise entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021. Cette période elle est caractérisée par la survenue de deux pics épidémiques autour de novembre 2020 et avril 2021. Les deux pics épidémiques sont à l'origine de la mise en place de deux confinements à Alger. La période d'étude également caractérisée par l'apparition du variant alpha à la fin de l'année 2020 et ce variant a été prédominant jusqu'à la fin de la période d'étude. C'est seulement en juin 2021 qu'il a été supplanté par le variant Delta. Sur la période d'étude, on a recensé 31 clusters avec au moins 25 cas et ces clusters étaient concentrés principalement dans le nord-ouest du pays puisque 20 des clusters sont survenus dans l'interrégion Bretagne-Pays de Loire. Les 31 clusters sont survenus dans 30 usines différentes. 2 des usines n'avaient pas d'activité d'abattage. 28 avaient par contre pour activité principale l'abattage et la découpe. 16 abattaient des volailles et pour certaines en complément des lapins. Et 12 abattaient des animaux de boucherie. 23 des usines avaient une activité de troisième transformation. On retiendra donc qu'il n'y avait pas de concentration des clusters sur une filière en particulier. Je vous ai mis à titre d'illustration les chiffres pour les animaux de boucherie. Donc 12 usines qui abattaient des animaux de boucherie, 6 abattaient principalement des bovins, 5 principalement des porcins et une usine exclusivement des ovins. S'agissant des usines avec une activité d'abattage, la présence d'intérimaires y était quasi systématique. Cette présence, elle a pu être documentée pour 26 usines et à 25 reprises on nous rapportait la présence d'intérimaires. La présence de prestataires de la découpe était par contre plus contrastée. Elle semblait plus fréquente et importante pour la filière animaux de boucherie. Au total, les 31 clusters représentaient 1566 travailleurs testés positifs, donc 1566 cas. Et la taille des clusters variait de 25 à 140 cas. On retiendra que la circulation des variants était sans effet significatif sur la taille des clusters. La taille médiane en 2020 des clusters, elle était de 49,5 contre 43 en 2021 et quand on testait, il n'y avait pas de différence significative. Par contre, les signalements des clusters semblaient plus précoces en 2020. On a notamment eu des clusters qui étaient signalés dès le premier cas, c'est-à-dire avant même la notion de cluster. Nous avons exploré les facteurs de risque à partir de 16 clusters qui étaient circonscrits ou pour lesquels on avait une localisation documentée des premiers cas. 14 d'entre eux sont survenus dans des usines avec une activité d'abattage. Par ailleurs, on avait parmi ces 16 clusters 7 foyers pour lesquels on pouvait faire une comparaison partielle des cas et des travailleurs testés négatifs. On a donc regardé si l'environnement de travail pouvait être un facteur de risque à partir des usines qui avaient une activité d'abattage. Donc on avait 14 usines avec une activité d'abattage, 7 qui abattaient des animaux de boucherie et 7 des volailles. Donc les clusters survenus dans les usines qui abattaient des animaux de boucherie incriminaient de façon privilégiée la zone de découpe
puisqu'on avait 6 des 7 foyers qui concernaient la partie découpe. On avait notamment 2 foyers avec des taux d'attaque qui étaient élevés, voire très élevés, sur des lignes de désossage et de découpe de jambon-épaule avec des taux d'attaque de 31% ou 44%. Un taux d'attaque de 44%, ça signifie que 44% des travailleurs avaient été infectés. Dans les usines de volailles, les clusters incriminaient plutôt la partie abattage, avec notamment des clusters sur les zones d'accrochage et de saignée. On retiendra donc de ces éléments des distributions qui sont probablement différentes des travailleurs et des facteurs de risque dans les deux types d'établissements. On a également essayé de voir si les employeurs et les caractéristiques sociodémographiques des travailleurs pouvaient être des facteurs de risque. Et on a fait ça à partir des 7 clusters pour lesquels on pouvait comparer les cas et les travailleurs testés négatifs. Sur ces 7 clusters, il y a un foyer qui a fait l'objet d'une investigation détaillée selon une étude descriptive transversale avec un modèle de régression multivariable. Et ce modèle nous a montré que dans le cadre de ce cluster, les travailleurs des sociétés sous-traitantes avaient un risque d'infection qui était quasiment multiplié par 3. Il y avait par ailleurs dans l'usine une communauté de travailleurs non francophones de même nationalité, et lorsque ces travailleurs étaient affectés dans le périmètre du cluster, dans la zone découpe, et ils avaient un risque d'infection qui était multiplié par un peu plus de 2,5. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les observations qu'on a pu faire pour les 6 autres clusters étaient très cohérentes avec les résultats du foyer qui avait été investigué de façon détaillée. Le tableau illustre la cohérence des résultats entre les 7 clusters. Donc la première ligne correspond au cluster qui a été investigué de façon détaillée. Il s'agit du plus gros cluster, il regroupait 140 cas. Pour ce cluster, on avait une multiplication quasiment par 3 du risque d'infection pour les travailleurs des sociétés prestataires. Et dans la deuxième colonne, on identifie 4 autres clusters, les clusters 3, 5, 6 et 7, qui sont documentés. Et à chaque fois, on a une surreprésentation des travailleurs prestataires de la découpe parmi les cas, par comparaison aux travailleurs testés négatifs. Le cluster 5 était également bien documenté, sans permettre la mise en place d'un modèle multivariable comme pour le cluster 1. Par contre, les ratios de risque univariés pour les clusters 1 et 5 étaient du même ordre de grandeur, et ça conforte l'hypothèse de risque accru pour les travailleurs des sociétés prestataires de découpe. Pour le premier cluster, nous avions également une communauté non francophone pour lequel le risque d'infection était multiplié par un peu plus de 2,5. Et dans la quatrième colonne, on identifie 3 autres clusters, les clusters 2, 3 et 4, qui sont documentés. Pour 2 d'entre eux, donc les clusters 2 et 3, on observe une surreprésentation significative des travailleurs nés à l'étranger parmi les cas. Et pour le dernier cluster, le cluster 4, les travailleurs nés à l'étranger sont nombreux parmi les cas et nombreux parmi les travailleurs testés négatifs sans différence significative. Nous avons également cherché à décrire les 16 foyers en termes de pratiques à risque, que ce soit en termes de vie communautaire, de colocation ou de covoiturage. La présence de communautés de travailleurs non francophones qui avaient la même nationalité et qui étaient fortement impactés par le cluster nous a été rapportée pour 6 foyers. Nous avons identifié une première communauté à l'occasion de 5 clusters liés à des activités de découpe. Une seconde communauté a également été associée à un cluster concernant des activités d'abattage de volailles. Des pratiques de covoiturage ou de colocation parmi les cas ont été rapportées pour au moins 8 foyers, dont les 6 foyers avec les communautés non francophones que je viens d'évoquer à l'instant. Les pratiques de covoiturage ou de colocation, elles ont été documentées à 3 reprises pour 3 foyers.
Donc pour 2 foyers, la fréquence du covoiturage, elle était de l'ordre de 50% parmi les cas. Et pour le 3e foyer, le covoiturage ou la colocation était de 52,5% parmi les cas, atteignant 67,3% parmi les cas d'une communauté non francophone. Donc mon propos n'est pas de stigmatiser, mais plutôt de donner du sens à ces observations. Donc il est possible l'appartenance à une communauté inscrive les travailleurs dans un réseau de solidarité avec une vie sociale intense. Le covoiturage et la colocation pourraient être les reflets de ces solidarités, tandis que les repas et fêtes rapportés par certaines ARS pourraient refléter cette vie sociale intense. Enfin, l'hypothèse d'un présentéisme, d'une présence plus importante au travail malgré le diagnostic de Covid, est évoquée pour les populations avec un statut social défavorisé. L'identification des facteurs de risque d'acquisition de l'infection par le SARS-CoV en milieu professionnel par les opérateurs d'abattoirs et d'ateliers de transformation de viande. Donc l'objectif était d'identifier des études épidémiologiques descriptives ou analytiques d'investigation des clusters au niveau international, avec identification de facteurs de risque. Donc la recherche bibliographique, pour cette recherche bibliographique, on a 2 bases de données qui ont été interrogées, Scopus et PubMed, avec des mots-clés en relation avec le virus, les ateliers et l'épidémiologie. Donc à partir d'un corpus d'à peu près 80 références identifiées, nous avons finalement inclus 11 études que nous avons analysées et relues de manière indépendante, et un certain nombre de variables ont été extraites de ces articles, notamment sur le taux d'attaque, les différents facteurs de risque, les populations, les définitions de cas, par exemple. Diapositive suivante. Du coup, donc les 11 études qui ont été incluses, donc la période d'investigation portait de mars à septembre 2020. Ces clusters ces études sont intervenues aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Irlande et aux Pays-Bas. Donc on avait essentiellement des études descriptives, 3 études analytiques et une étude d'intervention. Donc le contexte de ces différentes études était soit en fait dans le cadre d'une épidémie, donc avec une investigation d'épidémie, une campagne de dépistage après la détection d'un foyer ou la recherche d'un cas contact, de cas contact. Il y a eu également dans 2 études des campagnes de dépistage qui ont été réalisées dans des ateliers pour connaître la prévalence de l'infection parmi les travailleurs. Et ensuite, on a 2 études qui sont essentiellement aux États-Unis, des données agrégées de plusieurs sites, des données agrégées de contamination par le SARS-CoV-2. Diapositive suivante. Donc, ces clusters sont survenus dans différents ateliers et ont porté pour différentes filières animales, que ce soit des bovins, des volailles, des porcs, avec la taille des clusters qui pouvait varier entre 27 et 929 cas et un taux d'attaque entre 21 et 38%. Le taux d'attaque était plus important, en particulier dans le secteur de la découpe, du désossage et de l'abattage, et concernait essentiellement, comme indiqué dans les enquêtes réalisées par Santé publique France, un personnel non permanent. Ça peut être des opérateurs qui peuvent être intérimaires ou sous-traitants, ou des opérateurs nés à l'étranger. Le recours au covoiturage et à la colocation avait également été identifié
comme une pratique importante parmi les personnes, parmi les opérateurs infectés. Les conditions de travail et les différents facteurs environnementaux ont été explorés dans 6 études et du coup, nous avons pu relever, extraire des articles, un certain nombre d'informations sur les températures, les systèmes de ventilation, l'humidité relative dans différentes usines, ainsi que des informations sur les distances entre les opérateurs. Diapo suivante. Donc, il y a un certain nombre de mesures de prévention qui ont été décrites dans ces articles dans le cadre une prévention dans le cadre suite à la détection de foyers, ou même avant, au début de l'épidémie. Donc, c'était essentiellement de la prise de température et la surveillance des symptômes par les opérateurs. En cas de détection d'un cas, l'isolement de ces cas, la recherche de cas contacts, le port du masque qui est généralisé et le renforcement des mesures d'hygiène dans les ateliers, en particulier l'hygiène des mains et le nettoyage des locaux et la mise en place de distanciation physique. Ça va se faire soit par l'installation de barrières physiques type plexiglas ou l'aménagement des pauses et des locaux pour éviter le brassage entre différents groupes d'opérateurs. Il y avait également un certain nombre de mesures d'information qui ont été mises en place et décrites dans les articles concernant la maladie et les mesures d'hygiène. Donc, différents types de mesures ont été décrites, elles n'ont pas forcément été évaluées. Donc, juste dans une seule étude, on a eu quand même une évaluation quantitative de l'impact de ces mesures de prévention avec l'observation d'une diminution significative de l'incidence dans 7 ateliers après mise en place du port du masque et l'installation de barrières physiques. Diapo suivante. Donc, vous retrouvez là sur cette diapositive une extraction du tableau de synthèse de l'analyse des différents articles avec la mise en évidence des facteurs de risque qui ont été identifiés ou suspectés. Donc, comme indiqué précédemment, donc ce qui est ressorti dans un certain nombre d'articles comme facteur de risque significatif, c'était plutôt le recours à un personnel intérimaire qui peuvent être sous-traitants ou essentiellement sous-traitants ou étrangers, et également pardon, excusez-moi, j'ai été perturbée. Donc, personnel sous-traitant et également étranger. Et donc, on a également pardon, j'ai un petit peu perdu le fil. Où est-ce que j'en suis? Distance. Donc oui, donc la dernière colonne, vous avez les facteurs de risque suspectés identifiés. Donc on a recours au personnel intérimaire. On a également un certain nombre de paramètres d'usine qui ont été identifiés, comme la distance. Et puis, dans l'étude de Pokora, par exemple, une distance inférieure à 1,5 mètres, le problème de la température et du système de ventilation. Diapo suivante. Donc, pour conclure sur cette partie, les facteurs de risque qui ont été identifiés à la fois dans l'enquête conduite par Santé publique France, ils sont cohérents avec les données de la littérature. On va retrouver essentiellement les opérateurs qui travaillent dans le secteur de la découpe, des ossages et l'abattage, et également
le recours à un personnel non permanent ou né à l'étranger comme facteur de risque significatif. Et comme indiqué précédemment par Yvonne, ce sont plutôt des proxys d'autres activités, pour ce qui concerne les personnels non permanents et nés à l'étranger, des proxys d'activités communautaires telles que le recours au covoiturage et à la colocation, par exemple. Donc les limites qu'on peut ressortir quand même de ces enquêtes et également de la recherche de la littérature, ça va être un certain nombre d'informations qui vont être manquantes, en particulier dans la littérature, la qualité des informations qui vont être recueillies, parce qu'elles sont recueillies après, en général longtemps après la survenue de l'épidémie, donc on va avoir une perte d'informations. Et enfin, on va avoir des facteurs de risque qui n'ont pas été explorés et ou documentés à la fois dans les articles et au cours des enquêtes conduites par Santé publique France, essentiellement les facteurs de risque environnementaux. Néanmoins, en fait, on a ces études ont permis de pouvoir fournir un certain nombre de données qui ont été utilisées pour le développement et la validation du modèle qui vous sera présenté un peu plus tard. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc faire une synthèse des visites des ateliers agroalimentaires réalisés dans le cadre du projet SACADA. Ces visites étaient prévues donc dans le Work Package numéro 2, concernant l'organisation des ateliers agroalimentaires, et il s'agissait essentiellement de décrire les conditions et les facteurs qui rentrent en ligne de compte dans un atelier de découpe. Alors, dès le début du projet SACADA, on était à l'époque des informations en provenance de diverses sources qui faisaient état de clusters dans le secteur viande et dans les abattoirs. Il a donc fallu, évidemment, dans un premier temps, choisir des établissements de transformation sur lesquels allait porter le reste de notre travail, de nos efforts. Et donc on a choisi assez rapidement de se consacrer aux ateliers agroalimentaires dits de deuxième transformation, qui sont des établissements généralement sous température dirigée, qui vont préparer des produits finis ou semi-finis. Donc on a distingué évidemment ces ateliers de deuxième transformation des abattoirs qui ont un mode de fonctionnement différent, qui sont des établissements qui transforment des animaux vivants en carcasses et en coproduits, qui sont plutôt confiés au froid en fin de chaîne. On a donc, là pour le coup, des établissements qui ont des conditions d'ambiance tout à fait différentes, et évidemment, on a fait un focus sur les ateliers dits de deuxième transformation. Notre choix à cette époque a été d'utiliser un questionnaire, après l'avoir conçu évidemment, utilisé lors d'entretiens en face à face avec les ateliers qui ont accepté de répondre et d'effectuer avec nous une visite physique de l'atelier. À ces occasions, il y avait la possibilité, le cas échéant, d'effectuer des mesures d'ambiance avec des capteurs, évidemment concernant les dimensions de l'atelier, les facteurs de température et d'hygrométrie pouvaient être mesurés. L'ensemble de ce travail avait évidemment pour vocation de recueillir un maximum d'informations sur le fonctionnement général de ces ateliers et ainsi, avec d'éventuelles mesures d'ambiance, nourrir le modèle mathématique avec des données réelles, des données dites de terrain, modèle mathématique qui vous sera sans doute présenté un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors, les ateliers agroalimentaires à visiter sont tous sous température dirigée. Ils couvrent 2 ateliers du secteur bovin, un atelier de découpe de l'espèce porcine, un atelier d'assemblage de plats composites, et puis un atelier volaille de découpe de poulet Pâques, que l'on a, je dirais, enfin qui constitue en tout cas un cas très particulier, puisque dans cet atelier,
des opérations de découpe étaient réalisées par des robots, c'est presque totalement automatisé, et les interventions humaines sont très limitées. En termes de convergence des différentes informations, on peut dire que quel que soit le secteur concerné, viande ou autre, la conception, l'organisation générale et le fonctionnement des ateliers sont très similaires. En particulier, on a pu valider des choix qui avaient été faits au début du programme, choix qui consistaient à catégoriser, on va dire, 3 types de personnel dans les ateliers agroalimentaires, des opérateurs au poste, qui sont évidemment extrêmement majoritaires, d'autres opérateurs que l'on appelait logistiques, qui servaient à l'approvisionnement de la chaîne, l'évacuation des déchets, des coups de main ponctuels. À cela se rajoute en général un nombre réduit de personnel d'encadrement, par exemple des chefs de ligne. Donc ces 3 catégories de personnel sont autorisées à circuler dans l'atelier de découpe, et évidemment il faut rajouter à cela la possibilité que certains opérateurs des services de maintenance interviennent, y compris en période d'activité, pour de la maintenance, des réparations, etc. Autre point de convergence, les dimensions des postes de travail sont très voisines, les matériaux au contact des denrées alimentaires utilisés, que ce soit les tapis convoyeurs, les surfaces de découpe, les couteaux, etc., sont identiques, même s'ils sont de marques et de conceptions diverses. On a également pu rapporter que la circulation de l'air froid du plafond vers le bas peut être perturbée par un encombrement au sol représenté par divers bacs ou des empilements de bacs qui vont servir soit à approvisionner en matières premières, soit à évacuer des coproduits. Les principales différences ou divergences entre ces ateliers, évidemment, ont concerné la conception de l'atelier et ses dimensions, en longueur et largeur, ainsi que, quelquefois, la hauteur sous plafond. On a évidemment en souvenir, dans un atelier, de l'existence d'une mezzanine qui rabaissait sur une partie de l'atelier le plafond. Ce plafond peut être nu, si on fait exception des chaussettes qui assurent le refroidissement de l'atelier et la circulation de l'air, ou bien il peut présenter diverses structures qui vont, par exemple, des canalisations dans certains cas, pour certains fluides, jusqu'à des rails qui vont servir à faire avancer les produits. Donc là, il y a une diversité et il y a des différences. Il a été également rapporté, selon les ateliers, des fréquences d'intervention des personnels de maintenance très variables. Alors, plusieurs hypothèses, peut-être que ça peut être dû à la complexité des machines ou du procédé qui est en jeu, éventuellement la vétusté des locaux, des matériels, etc. Il y a plusieurs explications. Et puis, évidemment, en fonction du volume de l'atelier, le rapport nombre d'opérateurs sur le volume de l'atelier peut être différent, selon les activités, évidemment. Alors, des commentaires généraux, des verbatims issus de nos entretiens, avec peut-être 2 points un peu négatifs et 2 points positifs, même si les vocabulaires ne sont peut-être pas les bons. Alors il a été fait part évidemment au début de la crise d'une période de sidération qui avait du mal à se résoudre du fait de l'incertitude scientifique qui régnait à l'époque et des messages qui étaient un peu contradictoires quelquefois. Il
il a aussi été rapporté une grande difficulté, on va dire ça comme ça, à maintenir un même niveau de production si on réduisait le nombre des opérateurs dans l'atelier, en augmentant les distances entre les opérateurs, puisque, évidemment, à cette époque, au début de la crise, il fallait continuer à produire, et ça a même été souligné à de nombreuses reprises. Les points plus positifs, c'est que ces entreprises ont une culture de l'hygiène et du management de l'hygiène qui est importante. Hein, c'est leur métier, je dirais, en partie, hein, de mettre sur le marché des produits avec un haut niveau de sécurité. Et là, globalement, ça a plutôt été un facteur favorisant. Hein. Il y a de l'expérience derrière tout ça. Expérience qui a sans doute contribué à une meilleure acceptation et suivie par les opérateurs des bonnes pratiques hygiéniques dans l'atelier et évidemment en dehors de l'atelier, on y reviendra très rapidement plus tard. Alors il y a évidemment d'autres commentaires un petit peu plus ponctuels, par exemple le questionnaire contenait des questions sur les opérateurs, y compris en dehors de l'établissement, hein, sur la possibilité d'être en colocation, de covoiturer, etc. Bon, ces questions étaient, je dirais, pas, de mon point de vue, pas très faciles à poser, parce que je trouve que c'est un peu intrusif. C'était en général une opinion qui était partagée. Tous les ateliers m'ont fait part de la mise en place d'une activité spécifique Covid, hein, une personne qui était chargée en général à mi-journée, de désinfecter les poignées, les interrupteurs, etc. Je n'ai pas noté d'existence de pénurie de masques pour les ateliers. Alors évidemment, il y avait de la tension, mais je n'ai pas eu le message d'une quelconque pénurie. Ce sont les masques chirurgicaux qui sont essentiellement utilisés. L'utilisation de plaques séparant les opérateurs de type plexiglas a introduit une problématique de corps étranger, parce que certains matériaux utilisés pouvaient se casser et entraîner un risque corps étranger dans le produit. Et puis la possibilité d'avoir des mesures d'hygrométrie dans les ateliers a étonné certaines personnes, se poser la question de la pertinence de contrôler ou de mesurer l'hygrométrie dans les ateliers. C'est peut-être un élément de discussion pour nous à creuser. Finalement, ces ateliers avaient, comme je l'ai souligné, l'habitude du management de l'hygiène. Hein, ils assurent la sécurité des aliments. La sécurité des aliments a été assurée tout au long de la crise, évidemment. Et donc, il a été plutôt question d'adaptation, ou quelquefois d'actions supplémentaires qui venaient se surajouter au plan de maîtrise sanitaire connu et appliqué par ces entreprises. Donc finalement, on a continué à protéger le produit et on a en plus protégé les opérateurs du SARS-CoV-2. Ça s'est traduit essentiellement, et quand c'était possible, par un peu plus de séquentiel dans toutes les activités, y compris dans les activités de protection, dans la rotation des équipes par exemple. Quelquefois, il y a eu une nouvelle organisation, en particulier au niveau des pauses ou de la pause déjeuner, où les repas pris en commun étaient plutôt déconseillés, et si c'était possible, il y avait des paniers repas qui étaient emportés par les opérateurs. Et puis là aussi, dans la mesure du possible, éviter trop de croisements entre les équipes, à l'embauche, à la débauche, à la pause et dans diverses réunions. Je dirais les principaux commentaires, encore une fois, là plus ponctuels, étaient que l'encadrement a veillé
à renforcer la surveillance, en particulier du port correct des équipements de protection individuelle, un renforcement des messages lors des formations et lors des différentes occasions de transmission de consignes, y compris en période de production, où là, l'accent était mis sur la protection des opérateurs, l'apparition des jets hydroalcooliques au poste, la surveillance microbiologique des environnements de production, là, qui s'est trouvée renforcée, et puis des interrogations sur l'efficacité réelle des produits utilisés en nettoyage et désinfection des locaux vis-à-vis du SARS-CoV-2 et quelquefois l'utilisation ou le rajout d'un produit pour le coup à efficacité validée sur le SARS-CoV-2 dans le plan de nettoyage et désinfection. Et d'une manière générale, les messages concernant les besoins exprimés d'appui au développement de formation, de sensibilisation en food septiculture a été réitéré à de nombreuses reprises. Et j'imagine que dans la suite de ce webinaire, au niveau du Work Package 4, il y aura sans doute des propositions dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention et je laisse mes petits camarades répondre aux questions.